sur le sujet « Accompagner l'inclusion sociale et économique des personnes en précarité » avec la présentation, un focus sur les politiques publiques de Toulouse Métropole et la ville de Toulouse. Eh bien, restez avec nous. On va accueillir à nouveau Nicole Miquel-Bello, Daniel, donc, que vous avez vu, conseillère déléguée à l'ESS, Daniel Rouget, premier adjoint au maire, ainsi que Gaëtan Cognard. Et puis, des témoignages d'acteurs de terrain, les imaginations fertiles, d'ailleurs où nous sommes là en ce moment, puisque c'est le QG du Mouvement pour l'économie solidaire aujourd'hui. Cathy Mazoyer-Bonguès de l'association VRAC. Alors, je ne sais pas si Cathy est arrivée. Donc, on va voir après. Et puis, Jean-Baptiste Ortega et Sandrine Diaz. Donc, on va se donner 5 minutes de pause si vous le voulez bien. Et les personnes qui souhaitent retourner à leurs occupations peuvent évidemment quitter la visio ou sinon rester. Nous serons ravis. Cathy est là, mais c'est parfait. Est-ce que Jean-Baptiste est là aussi ? Au revoir Sylvie, merci. À plus tard. Alors, on a juste besoin de savoir si Jean-Baptiste Ortega et Sandrine Diaz sont là. Merci Émilie, les voisins, les voisins ambulants. Merci Sandrine, moi je suis là, Sandrine Diaz du groupe des Chalets. D'accord. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Alors, on a pris un peu de retard, Sandrine. Je propose qu'on se donne un petit peu de délai. On attend, j'imagine qu'on attend Jean-Baptiste Ortega. J'ai vu qu'Agnès Guigneux était là. Agnès, tu es là? Oui, oui. Donc, il manque Jean-Baptiste, je pense. Est-ce que Monsieur Rouget est présent? Et oui, il est là. Monsieur Rouget et Monsieur Cognard sont là. D'accord, très bien. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on a eu un tout petit peu de retard. Bon, ça a un petit peu décalé. On est très content de vous accueillir pour la suite. Bon, du coup, il n'y a pas forcément de pause. Ce n'est pas forcément nécessaire. On est nombreux sur cette visioconférence qui est diffusée sur Facebook par ailleurs. On va parler inclusion sociale et économique des personnes en précarité. Et c'est vrai que le démarrage de cette réunion, c'était de vous donner un temps à vous, représentants de Toulouse Métropole et Ville de Toulouse, pour nous présenter à la fois Toulouse Impact, le plan précarité, la politique de la ville et essayer de voir comment tout ça concourait à des politiques publiques qui permettent une lutte contre les précarités, évidemment. Je proposerais volontiers que ce soit Monsieur Daniel Rouget qui commence, puisque vous êtes premier adjoint à la ville de Toulouse et que vous êtes en charge, je pense, de l'ensemble de l'action sociale. Donc, on serait ravis de pouvoir écouter votre point de vue. Bonjour, je crois que je suis ici invité aussi par Mme Miquel-Bello. Je voudrais bien que Mme Miquel-Bello fasse l'introduction et j'ai préparé quelque chose selon ce qu'elle m'a demandé. Je préférerais que ce soit elle qui commence. Oui, on avait plus ou moins prévu, merci Daniel, que je parle un peu d'abord des nouveautés de l'ESS à Toulouse Métropole et du lien entre l'ESS de Toulouse Métropole et la précarité, pour après aller dans le dur du sujet avec Daniel Rouget et Gaëtan Cognard sur, en effet, les populations fragiles, l'inclusion, etc., qui sont vraiment le cœur. Mais avant, c'était essayer de replacer un petit peu Toulouse Métropole par rapport à l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'on en avait parlé toutes les deux. Donc, je vais commencer. On a essayé d'avoir un timing précis entre nous. Donc, je vais essayer de le respecter. Donc, je vais faire démarrer mon horloge, mon chronomètre. Donc, merci en effet. Et pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez compris pourquoi je n'ai pas trop parlé sur le lancement de ce forum, parce qu'on va pas mal parler en tant que Toulouse Métropole. Donc, la première chose, c'était de vous informer ou de vous redire
que le territoire de Toulouse Métropole a reçu le label French Impact il y a un peu de temps, puisque c'était en décembre 2019. Et si on essaye d'expliquer pourquoi on a eu ce label, c'est tout simplement parce qu'on a eu 2 facteurs clés de succès qui étaient vraiment très importants, qui sont la co-construction et puis le portage public-privé. Alors, quand on dit co-construction, ça veut dire, et c'est quelque chose qui a été assez énorme, et je sais qu'il y a beaucoup des partenaires qui sont présents aujourd'hui avec nous. J'en vois quelques-uns d'ailleurs. Bonjour à vous et merci encore. Il y a 17 partenaires qui ont travaillé ensemble pendant pas mal de temps pour justement faire des propositions assez précises au niveau du développement de l'économie sociale et solidaire sur la métropole. Alors, on a trouvé, vous pouvez trouver bien sûr Toulouse Métropole, mais également la Banque des Territoires, la CRES Occitanie, le MOVE Occitanie, le MES Occitanie, vous voyez que tout le monde est aujourd'hui présent, le mouvement associatif Occitanie, France Active MPA Occitanie, Initiative économique et sociale, l'URSCOP Occitanie, la COP Action, la Maison de l'Initiative, les Imaginations Fertiles. D'ailleurs, on avait prévu avec Agnès qu'elle puisse faire un petit passage sur qu'est-ce que ça lui avait apporté d'être partenaire dans cette labellisation, mais je ne sais pas si Aurélie a pu passer le message, de le faire plus tôt quand vous allez parler de votre expérience. Comme ça va éviter les passages des uns et des autres. Cinétique, de Cossette, le groupe Les Chalets, Veolia et RTE. Donc, vous voyez, 17 quand même poids lourds pour représenter l'économie sociale et solidaire. Et c'est parce qu'il y a eu ce travail en co, décidément, vous sautez tout le temps. Là, je vous vois une fois sur 2, c'est pas grave, je vais continuer. Et c'est ce travail en coordination qui a fait qu'on a pu avoir ce label. Notre ambition pour les années à venir avec ce label, c'est faire évoluer nos dispositifs pour encore mieux répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux, répondre à des défis territoriaux, l'idée étant de voir comment la métropole, via sa politique économique et sociale, ses partenaires du collectif Toulouse Impact et les entreprises de l'ESS du territoire peuvent répondre ensemble, et c'est bien ça qui est important, ensemble à tous ces défis. Ce que nous, on va apporter, sachant qu'on est dans une relation bien sûr donnant-donnant, ce que ça va nous apporter, on est dans une relation donnant-donnant, c'est d'avoir un réseau, d'avoir des échanges d'expériences, de nous aider à lever les freins réglementaires, et Dieu sait qu'ils sont lourds et tout seul on ne peut pas le faire, des partenariats avec des entreprises de l'économie dite traditionnelle, et puis un levier pour aller chercher d'autres financements pour la métropole, mais aussi pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et c'est ça qui était intéressant et je voulais mettre un petit peu en avant cette labellisation. Le deuxième point, qui est un point rapide sur la fabrique toulousaine de l'économie sociale et solidaire, qui est notre dispositif de soutien à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, puisqu'on va de l'idée avec l'incubateur d'innovation sociale Première Brique jusqu'à la réalisation du projet avec un soutien avec le parcours adresse, avec la page vitrine crowdfunding sur Toulouse Métropole, mais aussi un soutien à tous les acteurs qui sont dans cette chaîne d'accompagnement des porteurs de projets, c'est-à-dire les financeurs sociaux, les lieux de coworking, les têtes de réseau, etc. etc. Un rappel de dire que l'économie sociale et solidaire à Toulouse Métropole fait partie du développement économique, d'innovation et de rayonnement métropolitain. C'est vraiment dans ce schéma qu'on travaille et qu'on met en avant l'économie sociale et solidaire. Ce qui veut dire que pour faire face à cette pandémie à laquelle on est confronté et à la crise économique qui est en train de naître, nous avons des actions particulières dans les plans de soutien qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui est important. Alors, on a 2 plans, le plan de soutien aux associations qui seront peut-être développés rapidement par Daniel Rouget ou Gaëtan Godillard, et puis le plan de relance pour l'emploi. Et dans ces 2 plans, vous avez des parties spécifiques pour l'économie sociale et solidaire. Ça concerne quand même 300 entreprises de l'économie sociale et solidaire et à peu près 1560 emplois. Alors, je vais juste donner les grands titres. Un appel à projet dédié à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, une aide pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leurs problématiques de trésorerie,
et un accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leur relance. Pardon. Alors, bien entendu, cette fabrique toulousaine à l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. Et donc, forcément, par rapport à ce plan de relance dont on vient de parler, on a rajouté des briques. Parce que ce qui est intéressant, c'est en effet de sans arrêt faire progresser cette fabrique pour répondre à des nouveaux besoins ou tout simplement combler des trous dans la raquette. Alors, je vais vous citer certains des nouvelles briques qu'on a mis en œuvre pour aider justement les acteurs de l'économie sociale et solidaire à faire face à cette crise. Le premier, c'est un appel à projet et un prix Toulouse Impact qui va être remis le 10 décembre à 14 lauréats à hauteur de 160 KE, avec en plus, il y avait différents prix, mais je ne vais pas tous les développer, mais il y avait un prix qui était défi inclusion. Vous voyez qu'on est déjà en liaison avec votre thème. Et là, il y a 4 lauréats. Deuxième point, un accompagnement des associations à lancer des campagnes de financement participatif en cette fin d'année. Et là, on va travailler non pas uniquement avec un site, mais bien en faisant de la formation et une campagne de communication pour aider ceux qui recherchent des financements. Je vous invite d'ailleurs absolument à aller soutenir ces campagnes que vous trouverez sur notre site internet toulouse.métropole.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag « J'agis pour les associations ». Connectez-vous pour faire des dons, pour en effet les aider et les soutenir. Troisième brique, Assocul Consulte, pour pouvoir offrir des conseils juridiques et financiers aux associations qui ne peuvent pas bénéficier des services des chambres consulaires. Ça, c'est une brique qu'on va lancer en décembre. Quatrième point, un dispositif local de mécénat financier et de mécénat de compétences, toujours pour aider à survivre par rapport à cette crise dans laquelle on est. Cinquième point, une étude de faisabilité qui est en cours de réalisation pour la mutualisation des emplois. Sixième point, bien sûr, un soutien renforcé au DLA pour accompagner davantage les entreprises de l'ESS dans la crise. Septième point, un dispositif secours ESS avec 5 KE de subvention plus l'accompagnement de DLA pour les entreprises en rupture de trésorerie. Et enfin, un prêt relève solidaire, ça veut dire un prêt à taux zéro. Donc, vous voyez que très rapidement, par rapport à un besoin qui existe, là, c'était le plan de relance, on a mis en place tout un ensemble de nouvelles briques. Mais ça ne nous suffit pas. On a aussi d'autres briques sur lesquelles on travaille pour justement combler un peu le trou dans les raquettes. C'est par exemple le lancement d'un accélérateur d'impact social pour permettre aux entreprises qui ont à peu près 2 ou 3 ans, mais qui sont confrontées à une évolution du marché, à l'arrivée d'un nouveau concurrent, à une évolution dans les besoins, etc., de pouvoir continuer à relancer leur entreprise et surtout à ne pas disparaître. Deuxième, autre brique, l'accompagnement des groupements d'entreprises. Troisième brique qui est très importante, et pour ceux qui sont ici, qui sont des acteurs de l'économie sociale, et vous allez le comprendre, c'est la mise en place du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, ce qu'on appelle le SPACER, d'ETM, pour favoriser l'accès au marché public des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est une demande qui a été faite il y a très longtemps, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, mais on va finir par y arriver. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'année prochaine, on rentre dans un nouveau plan d'action de l'économie sociale et solidaire qui va porter sur 2021 et 2026, donc avec encore plein d'innovations dont je pourrais vous parler plus tard. Troisième point, l'économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole et la précarité. Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr qu'il y a un lien. Le lien, il se fait à travers Première Brique, notre incubateur d'innovation sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 2 possibilités pour rentrer dans cet incubateur. Soit avec une idée nouvelle, et ça c'est je dirais le schéma classique d'un incubateur d'innovation sociale, soit à partir d'un besoin non satisfait du territoire. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est à partir de ce moment-là qu'en effet, on s'est orienté de plus en plus vers les QPV. Et par rapport à ce point, on a été labellisé Fabrique Initiative avec 2 points qui nous paraissaient importants en effet, c'était d'innover par rapport à de nouveaux besoins et la volonté de réduire le chômage des jeunes, et vous savez qu'il est très important dans les QPV. Donc notre Fabrique à Initiative
au sein de Première Brique, a développé une expertise spécifique sur le développement des projets en QPV. C'est ça qui est intéressant. Et on a des outils de détection des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux. Il y a quelqu'un qui tape. On peut capter et développer des bonnes idées. On réalise très fréquemment des diagnostics territoriaux et sectoriels pour repérer tous ces besoins non couverts, non satisfaits aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qui nous permet justement d'être de plus en plus proche en fait de la précarité dans les QPV. Et si vous prenez le dossier de candidature de French Impact, vous voyez qu'il y avait tout un défi qu'on a appelé inclusion économique et sociale pour investir les quartiers prioritaires avec des lieux emblématiques et inclusifs tout en innovant pour l'insertion professionnelle des jeunes. C'est ce qui nous a amené à la création d'un lieu totem et on est très fiers enfin que l'économie sociale et solidaire est un lieu totem sur Toulouse Métropole. C'est les imaginations fertiles. Agnès Cagneux, qui est ici, vous en parlera certainement plus tout à l'heure. Avec l'installation à Bellefontaine, c'est un lieu qui a été pensé avec le quartier et ouvert sur le quartier. Et je crois que vous avez en effet été labellisé aussi fabrique de territoire par l'État. On fait tout un ensemble d'autres actions dans des lieux aussi qui nous paraissent emblématiques. Alors j'en ai pris quelques-unes parce que je ne peux pas tout développer. D'abord le Mirail, donc il y a Imagination Fertile, mais il y a aussi la Rainerie avec l'occupation temporaire de la dalle à balles la dalle à balles. L'objectif, c'est de créer un lieu ouvert pendant que des travaux vont avoir lieu avec des bâtiments qui vont être détruits et une construction d'un équipement culturel ensuite. Donc, pendant cette période intermédiaire, il y aura de l'hébergement temporaire pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entrepreneurs du quartier. Vous savez comme moi, tous, qu'il y a énormément de difficultés quand vous voulez monter une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour trouver des locaux. Donc là, grâce à ce système, on va pouvoir proposer des locaux temporaires. Il y aura également un restaurant de jour et des activités culturelles. Troisième possibilité au Mirail aussi, c'est l'espace numérique, les espaces numériques à la Rainerie, dont l'objectif est de développer et de faire aboutir un lieu de ressources dédié au développement de compétences numériques. C'est un projet qui s'inscrit dans la cité éducative et je pense que Gaëtan, en termes de maire de quartier, pourra en parler mieux que moi tout à l'heure. Alors bien entendu, avec ces trois projets sur le Mirail, il y a des synergies qu'il faut absolument trouver, qu'on va développer, notamment des synergies territoriales, puisque ces trois projets sont très très proches l'une de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si je reprends toujours également notre incubateur avec la fabrique à initiative, je voulais mettre en avant aussi des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui qui sont en devenir. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou non, mais c'est ça qui est important, c'est qu'on a lancé des études sur ces quartiers, comme par exemple une étude l'économie sociale et solidaire au pied d'immeubles, ça c'est dans les Trois Caucus, avec une opportunité de créer une cantine aux Isards. Un deuxième projet qui est à l'étude à l'heure actuelle, c'est l'espace couture mutualisé au Grand Mirail. On est encore sur l'étude d'opportunité. Moi, j'y crois énormément. C'est une possibilité vraiment très importante qu'on peut faire au Mirail. Un troisième projet qui est l'atelier solidaire, qui est une demande faite à Première Brique par Veolia, par la ville de Toulouse et par l'EDF, qui sont partenaires de l'atelier solidaire. Donc, c'est une étude sur comment relancer une dynamique sur le territoire, parce qu'on a eu l'abandon en fait d'un porteur de projet qui était les compagnons bâtisseurs. Donc, vous voyez que le lien entre l'économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole et la précarité, c'est quelque chose qui est omniprésent chez nous dans notre démarche. Et c'est ça que j'essayais de mettre en avant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus sur la précarité, c'est-à-dire qu'est-ce que fait une métropole finalement par rapport à la précarité. Et là, je pense que je vais passer directement la parole à Daniel Rouget en premier et puis à Gaëtan après, qui vont vous expliquer vraiment par rapport à ce qu'ils font sur le terrain.
Voilà, merci. Merci Nicole Michelmello. C'est effectivement, je pense, très intéressant pour le public et les acteurs ESS de mieux comprendre comment les différents dispositifs s'articulent avec les questions de précarité. En tout cas, je pense que ça fait comprendre mieux de quoi on parle quand on parle de Toulouse Impact notamment. Merci beaucoup. Daniel Rouget, eh bien, c'est à vous, si vous voulez bien prendre Merci, la suite. merci Madame. Donc, quelques mots, oui, pour essayer de camper quelques idées fortes sur votre titre, en fait, accompagner l'inclusion sociale et économique des personnes en précarité. Alors, le point premier, c'est un point de politique de la ville, puisque c'est ça qui est intéressant. La politique de la ville sur la délégation que j'occupe s'appelait par le passé solidarité et maintenant s'appelle solidarité inclusion. Ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est-à-dire que la politique de la ville, c'est une politique qui souhaite non seulement héberger les personnes de manière temporaire quand elles sont en situation de grande précarité, mais aussi les amener vers le droit commun, donc vers l'inclusion sociale et l'inclusion économique. Pour ce faire, elle ne peut pas, bien sûr, à elle toute seule, prendre en charge la totalité du problème. Évidemment, il y a des acteurs majeurs qui sont associés, c'est l'État, évidemment, l'État qui a la compétence d'hébergement général, d'une part, et d'autre part, qui a la compétence pour les populations migrantes extra-communautaires, la LOASI. Il y a aussi la compétence du conseil départemental pour les mineurs, et en particulier les mineurs non accompagnés, et qui sont des cibles particulièrement importantes pour cela. Donc, la ville, elle a choisi de pouvoir mener des actions en faveur de ces personnes pour l'hébergement et d'accompagner cet hébergement temporaire d'un dispositif d'inclusion par le travail, sous réserve évidemment que les personnes aient cette possibilité, ce qui limite, et de plus elle ne le fait pas toute seule, mais ce qui limite le champ d'action à 3 types de publics essentiels, qui sont les ressortissants européens précaires, c'est-à-dire les populations roumaines ou bulgares d'origine rome. Deuxièmement, les populations extra-communautaires qui ont obtenu la protection internationale, que ce soit le statut de réfugié ou que ce soit la protection subsidiaire, et une petite partie non pas des mineurs non accompagnés, mais de ces mineurs qui sont dans la zone grise d'une incertitude de la minorité et qui vont faire appel de la décision, et donc de ce fait pour lequel on peut les accompagner vers un dispositif d'inclusion. Alors pour être bien sûr clair, il faut bien que la politique de la ville soit clairement comprise. Évidemment, la ville et la métropole n'a pas de compétences régaliennes en ce domaine. Elle a les compétences qu'elle détermine de prendre dans sa compétence générale. Et donc, je vous les ai décrites. Pour avoir quelques précisions maintenant sur ces points, si nous prenons pour donner un peu plus de pattes concrètes, les ressortissants européens précaires, donc les populations bulgares ou roumaines d'origine rome, qui étaient d'ailleurs avant 2014 beaucoup dans les friches autour de Toulouse, eh bien, il y a eu un travail très particulier que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un travail qui a accompagné par des résorptions de campements, bidonvilles en particulier, et qui a concerné exactement 1441 personnes. Ces personnes ont été hébergées en diffus, c'était un modèle assez particulier qui a été repris ailleurs, mais peut-être pas en totalité, avec en particulier 150 appartements et logements qui ont permis aujourd'hui d'avoir 500 personnes qui sont dans ce dispositif. Les autres, les 1441 qui sont passés par le dispositif,
en sont sortis, soit favorablement, soit parce qu'ils n'ont pas pu s'y inclure. Mais beaucoup ont pu s'y inclure. Il y a une petite frange particulière, puisque vous connaissez le statut de ces personnes qui peuvent rester sur le territoire à partir du moment où elles travaillent, elles ont des droits sociaux, mais il y a évidemment une centaine de personnes âgées ou handicapées qui, elles, n'ont pas de statut parce que le traité de 2014 nécessite que les gens travaillent pour avoir des droits sociaux. Donc, cette centaine de personnes, on cherche une solution avec les pays d'origine ou alors avec la solidarité nationale pour essayer de trouver une solution. Ce n'est pas facile parce que ça implique des partenaires, évidemment, au niveau de l'État ou des pays de l'Union européenne. Ensuite, comment se fait cette inclusion? Peut-être une question, Monsieur Rouget. De ce fait, aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que l'État va favoriser la prise en charge des personnes en situation irrégulière? Est-ce que c'est facile, difficile de travailler aujourd'hui avec l'État? Je ne vous ai pas parlé de cela. Je vous ai parlé des personnes qui étaient dans le traité de 2014, c'est-à-dire qui sont des Européens. En situation régulière, je pense qu'on en viendra à l'occasion des réfugiés, mais c'est donc plutôt les demandeurs d'asile ou déboutés de droit d'asile. Mais cela, c'est vraiment la compétence de l'État. Et donc, de ce fait, malheureusement, en tout cas, ça ne peut en aucun cas être le sujet de la ville. Il faudrait à ce moment-là qu'un jour, l'État délègue sa compétence sur ce sujet. Il ne l'a pas proposé, même si c'est dans les cartons. C'est une question qui devra être travaillée de longue haleine. Mais pour les personnes dont j'ai parlé qui ne peuvent pas s'inclure par le travail parce qu'ils sont trop âgés, ils sont rentrés sur le territoire de cette manière ou ils sont handicapés, il faudra trouver une solution. Nous avons interpellé l'État à un bon niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution encore pour cela, mais c'est vraiment un sujet de lutte. Il faudra se mobiliser pour l'obtenir pour ces personnes. Après, comment nous accompagnons ces personnes vers l'inclusion? Alors, notre modèle, c'est un modèle où l'on cherche des partenariats de droit commun. C'est l'idée. Alors, on a des partenariats avec Pôle emploi, on a le PLI à la métropole qui nous aide beaucoup, puisqu'elle permet d'avoir des partenariats, la mission locale. Il y a bien sûr les associations, et notamment les associations de FLE, et il y a aussi les entreprises d'insertion, notamment d'insertion par l'activité économique, avec des CDD d'insertion. Donc, tout cela est mobilisé. Et en 2019, nous avons, avec l'État, qui est cofinanceur aussi, des projets. Nous avons eu un appel à projet d'inclusion que vous connaissez, la fabrique de la remodélisation, le programme CIBEL, qui a permis d'avoir des partenariats. Cette question, ce sont des partenariats, ce n'est pas un monde fini, c'est-à-dire c'est un monde évolutif pour lequel nous cherchons en permanence des liens. Et moi, je souhaite que c'est pour ça aussi que je pense que c'est intéressant que je puisse vous exposer quelle est la philosophie de notre travail. Nous avons des partenariats, mais en gros, nous n'en avons pas assez. Il faut les développer, il faut aller dans ce sens. Et de ce fait, il faut à la fois, sur la formation, bien sûr, c'est une chose, mais aussi sur ces contrats d'insertion en entreprise et aussi l'accompagnement et la sécurisation de ces parcours. Voilà quelle est la philosophie. Donc, il nous faut des partenariats. Nous sommes en demande de cela. Et c'est un échange que l'on peut avoir avec les services, les associations. Et là, nous sommes demandeurs. Et ce que nous voulons, c'est un partenariat avec les services de la solidarité pour accompagner ces personnes dans l'emploi et pour leur accès à l'emploi avec une sécurisation des parcours pour éviter que ces parcours soient difficiles, soient abandonnés, qu'on puisse les maintenir. Et ça, c'est une chose très importante, peut-être l'essentiel de ce propos. Le deuxième axe, c'est un axe dont vous avez évoqué déjà un début de sujet, mais nous ne nous plaçons pas, parce que nous n'avons pas la possibilité de faire de l'inclusion pour les personnes qui sont en demande d'asile ou qui sont déboutées de droit. Et par contre, qui ont la protection internationale, c'est-à-dire qui sont réfugiés ou en protection subsidiaire, évidemment, cela nous le faisons. Alors,
ça fera une petite transition avec M. Cognard. Nous avons un partenariat avec France Horizon pour lequel nous accueillons dans une structure des jeunes isolés donc, qui ont le statut de réfugiés et aussi des familles avec des places familles, donc des places pour jeunes isolés pour des familles, dans lesquelles là aussi, ce sont des parcours qui sont travaillés de la même manière par des partenariats de droit commun. Le troisième secteur très intéressant, ça fait une transition aussi avec le conseil départemental, puisque ce sont ces jeunes gens qui sont des mineurs non accompagnés, mais pour lesquels la détermination de minorité n'est pas acceptée. Ils ne sont donc pas maintenus dans l'ASE, et donc ils vont faire appel de cette décision. Et là, nous avons un système d'hébergement pour qu'ils ne restent pas à la rue. Nous avons une centaine de places dans un dispositif dans le quartier de l'Ardenne et un accompagnement qui est fait par l'ARCEA. Ce n'est pas à ce moment-là de l'accompagnement professionnel, mais c'est de l'accompagnement à la formation, en espérant qu'ils auront gain de cause, qu'ils pourront regagner l'ASE, voire obtenir peut-être une régularisation. Donc voilà les trois champs qui sont la politique liée à l'hébergement et à l'inclusion. Il y a bien sûr d'autres champs de lesquels nous faisons que de l'hébergement, sans processus d'inclusion associée, mais je crois que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Rouget. On va donner la parole à Gaëtan Cognard. Donc Gaëtan Cognard, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt en charge de ce qui relève de la politique de la ville. Donc vous allez nous expliquer quels sont les dispositifs mis en œuvre par Toulouse. Et ensuite, on passera donc aux trois projets, Imagination Fertile, VRAC et le projet Eden, qui sera présenté par Cinétique et le groupe Les Chalets. À vous, Monsieur Cognard. Très bien. Merci. Je vais essayer de faire une intervention complémentaire à mes deux collègues. Tout d'abord, pour vous présenter aussi ce qu'est la politique de la ville en tant que telle exactement, et notamment les ponts et les articulations qu'il existe avec le secteur de l'ESS sur un premier point. Après, on essaiera aussi je vous donnerai à voir l'impact, parce que c'était aussi un objet avec le Covid-19. Vous m'entendez ? Oui. Et avec le Covid-19 et notamment toutes les adaptations qu'il y a pu y avoir, notamment en termes de politique publique, en termes de politique de la ville. Et un dernier point sur quelque chose qui est central aussi pour le SS, c'est les objets ça peut venir du territoire des habitants. Et bien, la politique de la ville, c'est aussi les projets qui peuvent être portés, sont souvent portés par les habitants. Donc, le premier point, clarifier ce qu'est exactement la politique de la ville en tant que telle. La politique de la ville, c'est une politique qui vise à tirer vers le haut, à faire en sorte que les quartiers les plus en difficulté. Alors, comment on qualifie les quartiers les plus en difficulté? C'est tout simplement lorsqu'il y a plus de 1000 habitants et que le revenu médian de ces habitants est inférieur à 60% de celui de la métropole. Donc, ça fait un quartier identifié comme un quartier politique de la ville. Sur la métropole, il y en a 16. Vous avez le Grand Mirail, on en a parlé. Madame Nicole Michelbello en a parlé. Il y a Ampalo. Il y en a 16 aussi, dont à Cugnot, à Coulommiers et à Blagnac. C'est comme ça qu'on les définit. Il y a deux politiques pour les tirer vers le haut. À la fois, il y a un objectif plutôt de renouvellement urbain, d'agir sur l'habitat. C'est encadré par un programme avec l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Pour vous donner à voir, ça représente en termes de destruction de logements, plus de 2400 destructions de logements qui sont prévues, des réhabilitations, des résidentialisations aussi, 1 milliard sur 10 ans. Ça, c'est un volet. On vous verrez le pont aussi avec l'ESS. C'est aussi comment on accompagne des projets, des dispositifs publics, notamment, je pense, aux imaginations, enfin, pas les imaginations fertiles directement, mais plutôt le château, là où est situé le château de Clairefonds. Il y a eu des financements de la politique de la ville, de l'ANRU, pour pouvoir acquérir ce château et faire ce qu'il en est
aujourd'hui. Donc là, ça, c'est un premier pont avec l'ESS. Le deuxième volet de la politique de la ville, c'est agir sur, on va dire, c'est la partie software. C'est comment, par l'intermédiaire du contrat de ville qui a été signé l'année dernière, c'est comment par différents objectifs d'emploi, d'amélioration de l'emploi, donc deuxième pont avec l'ESS, notamment pour le taux d'emploi des publics des quartiers prioritaires, améliorer aussi les chances des habitants. Il y a un contrat de ville avec des programmes d'action et des financements, des subventions possibles pour tous ces acteurs, toutes ces associations. Pour vous donner une idée, cela représente à peu près 2,4 millions d'euros par an de subventions pour agir sur ces 16 programmes d'action, à la fois de la culture, bien sûr, à la fois pour réduire les inégalités sociales de santé, à la fois pour garantir un accès aux droits et aux services. Voilà, c'est comment cette politique de la ville peut être complémentaire du droit commun. Insister, il faut agir sur des leviers identiques, mais de manière renforcée. Donc, la politique de la ville, c'est ça. Les ponts, vous les avez eus, je vous en ai donné un, notamment sur la question du parc de Clairefonds. Il y a aussi des subventions qui peuvent être données à des associations. Il y a aussi le cœur de la chose, notamment la question des habitants. La question des habitants, à savoir, il y a des dispositifs qui existent. C'est Agir dans mon quartier, notamment c'est en lien avec l'État, qui permettent aux habitants très directement, alors j'essaierai de mettre dans la conversation un lien ou peut-être aller voir sur Internet en tapant Agir dans mon quartier, c'est des 800 € possibles pour des habitants qui auraient directement un projet de valorisation dans les quartiers prioritaires. Donc voilà, c'est des initiatives d'habitants qui peuvent être valorisées. Il y a aussi très concrètement ce qui vient de la politique de la ville, et c'est pour ça que l'ADN de la politique de la ville, la transversalité, à la fois prendre en compte les besoins des habitants, est très proche de l'ESS. C'est les premiers budgets participatifs qui ont été envisagés à l'issue des assises de la politique de la ville d'il y a 2 ans, où il y a eu une volonté donc de mettre en place un budget participatif à hauteur de plus de 800 000 €. C'était cette volonté-là. Finalement, a été voté des budgets participatifs à hauteur d'1 million d'euros. Donc, cette essence-là vient de la politique de la ville et sur la même essence que, comme je vous disais, que l'ESS. Donc, il y a eu tout un tas de projets qui ont été à l'initiative des territoires. Pour vous donner un petit peu à voir sur les différents types de projets peut-être qui ont eu lieu, il y a eu une piste de vélo qui est en cours du côté du secteur des Pradettes. Il y a eu aussi des dispositifs, notamment, je retrouve en même temps, excusez-moi, liés à la lutte contre les moustiques. Vous voyez des choses très pragmatiques, mais issues directement de la population et des citoyens, de nos citoyens. Ça, c'est les ponts qui existent. Après, la politique de la ville et donc les ponts qui existent, il y en a d'autres aussi très concrètement sur le territoire. Le lien aussi, et le premier lien entre l'ESS et la politique de la ville, c'est les territoires. Parce que l'objet, finalement, est souvent les ambitions des acteurs de l'ESS sont aussi de résoudre et d'améliorer le quotidien de tout un chacun, de chaque personne. Donc, forcément et souvent, c'est lié à ces citoyens qui habitent ces quartiers-là. Donc, il y a des projets tels que Madame Mickaëlle Bello a évoqué très concrètement, effectivement, l'urbanisme transitoire, rendre efficient le vacant, c'est un objectif lorsque la dalle à balles va être détruite et le temps que le projet de cité de la danse qui sera sur place à la Rainerie, eh bien, c'est mettre en place une occupation et avec les acteurs de l'ESS. Ça a été dit, il y a aussi effectivement les espaces numériques de la Rainerie. Bref, le lien est étroit. Juste pour terminer et essayer d'avancer notamment sur la question de l'impact du Covid et finalement ce que ça, du confinement et ce que ça a amené, nous, en termes de politique publique. Là, j'ai balayé, je vous ai présenté la politique publique de la politique de la ville, vous montrer les ponts qu'il pouvait y avoir très concrets.
comment on s'est adapté et comment il a fallu qu'on s'adapte. Alors tout d'abord dans la planification, c'est-à-dire que la politique de la ville, c'est une grosse machine, donc c'est un contrat de ville qui est signé sur 5 ans. Il y a plus de 300 associations par an qui peuvent être financées. Il y a de 15 à 20% de nouvelles associations et de nouvelles actions qui sont financées par an. Mais lorsqu'on a eu à faire face, les équipes ont eu à faire face au Covid, il a fallu qu'on s'adapte aussi de manière agile. Le contrat de ville, ça peut se faire en fin d'année. Vous savez comment ça se passe dans une commune, il y a des conseils municipaux, des délibérations, ça peut être plus long. Là, en termes d'agilité, a été monté avec à la fois les bailleurs sociaux, Copib, l'État, la CAF, le projet Bel Été. Le projet Bel Été, c'est comment avoir un pilotage agile, une planification, un appel à projet très ouvert, en disant tout simplement, écoutez, les associations qui sont sur le territoire, on va avoir un besoin pendant l'été, les citoyens vont avoir un besoin pendant l'été pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir faire des choses. Ils ne vont peut-être pas pouvoir partir. Inventer les choses. Inventer et on verra ce qu'il est possible de faire. Donc, à la fois dans la construction rapide et à la fois dans l'ouverture, finalement, il y a eu ça nous a permis conjoncturellement de nous adapter. Et là, il y a eu le projet Bel Été, l'appel à projet Bel Été. Là, vient de sortir il y a une semaine en arrière, de la même manière, l'hiver ensemble. Là, l'enjeu était identique. Comment on va pouvoir finalement sur le début d'hiver et la fin d'hiver, plutôt janvier, comment on va pouvoir s'adapter, mais surtout, comment on va inciter aussi les associations à faire un peu plus d'aller vers. Comment les associations vont pouvoir avoir des modes d'intervention différents. Donc, des modes d'intervention qui ont été percutés parce qu'on a vécu avec un espace public qui ne peut plus être occupé comme auparavant. Donc, voilà, des modes d'intervention différents sur la suite. Et je voulais revenir effectivement, Mickaël Bello en a parlé, de la cité éducative. En termes de politique publique, c'est inventer et planifier des nouveaux appels à projets agiles en fonction de la conjoncture, mais c'est aussi la cité éducative qui a été un dispositif monté avant l'impact du Covid. Donc, c'est 650 000 € par an pour mettre en coordination l'ensemble des secteurs de l'éducatif, de les mettre en coordination, de faciliter les choses avec un objectif de favoriser les ponts entre le collège, entre l'élémentaire et le collège. C'est tous ces éléments-là, cette coordination a été impactée dès le mois de mars par le Covid. Donc, il a fallu rapidement que le dispositif ce dispositif existant s'adapte. Donc, plutôt sur le temps long d'avoir anticipé toutes ces réunions, et il y a eu des choses très concrètes qui se sont mises en place. Il y a eu des tablettes qui ont été achetées. Il y a eu plus de 600 tablettes qui ont été achetées. Il y a eu des liens avec des associations telles que l'AFEV pour qu'ils puissent aller faire de l'aller vers, notamment sur une plateforme d'accompagnement à la scolarité. Alors, je vous ai dit 600 tablettes, c'est 100 iPads. C'est 100 et pas 600, excusez-moi. Il y a eu des plateformes téléphoniques qui ont été mises en place par les médiateurs de la cité éducative. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il a fallu qu'on s'adapte, les dispositifs existants, des dispositifs aussi pilotage à inventer, notamment avec cet appel à projet ensemble, où la question de la conjoncture et de l'agilité, j'espère qu'on va pouvoir la garder, et des adaptations de dispositifs existants tels que la cité éducative. Merci, Monsieur Cognard. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Je ne vais pas être plus long peut-être pour laisser le temps aussi qu'on puisse échanger. D'accord. Alors justement, je vous remercie. Effectivement, c'est très intéressant la question de l'agilité des politiques publiques, notamment en cas de crise. Et en effet, nous en traversons une qui s'avère assez grave. Emma, est-ce qu'il y a des questions dans le fil de conversation? Si vous souhaitez faire un tout petit échange d'une ou deux questions, peut-être
solliciter des réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les 3 témoignages de Daniel Rouget, Nicole Michelbello et Gaëtan Cognard? Est-ce que dans le public, des personnes veulent se positionner, dire quelque chose? Yuma, tu as vu quelque chose, ou même s'exprimer en ouvrant l'écran? Il n'y a rien sur le chat, mais vous pouvez écrire, je peux vous lire à voix haute si vous avez un Et peu ou de même vous exprimer en levant la main si vous le souhaitez. Bon, ça viendra peut-être un peu plus tard. Ne vous bridez pas. C'est toujours une chance de pouvoir échanger entre élus et acteurs de terrain et citoyens et citoyennes, bien sûr. Hein, il va de soi. Eh bien, je vous propose qu'on aille sur la deuxième. Je crois que l'une des porteuses de projet de Omazet. Oui. Oui, moi, je voulais, pas commenter, mais un peu partager les expériences. Comme on est au Mazad, nous, on n'est pas en QPV et on est quand même dans un... je regarde par la fenêtre, il y a 800 logements, donc ils sont... où il y a beaucoup de précarité, évidemment. Par contre, pendant le premier confinement, il faut quand même il y a beaucoup de choses qui se sont passées chez nous, notamment la Maison des Citoyens 31 qui a mis en place... les chalets leur ont prêté un local pour pouvoir faire une distribution à 60 familles de nourriture de première nécessité. Nous, de notre côté, au Mazat, on n'avait pas de local, mais on s'est proposé, on a mis des affiches partout pour aider les gens, pour aller leur faire leurs courses. Voilà, et donc il y a quand même des belles actions qui se passent. Je voulais préciser ça. Et après, j'ai noté en fait tout ce que vous avez dit, Madame Mello, par rapport à OZ. Et on espère qu'on va pouvoir vous aider au niveau de notre quartier, qui n'est pas en QPV, mais qui est à côté, et participer à toutes ces actions et à aider le moral des gens. Voilà. Sabine, si je peux me permettre, Sabine, comme on est déjà en relation, prenez un rendez-vous et on en parle. Oui. Très bien, le contact est fait. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Donc, on va peut-être donner la parole à Agnès Guigneux, des Imaginations Fertiles. Agnès, si tu veux t'exprimer, ben, allons-y. Je crois que tu avais un document à partager ou... Alors, tu as le micro. Alors déjà, je vais effectivement allumer mon micro. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous faire un petit partage d'écran parce que c'est vrai que je suis la gérante des Imaginations Fertiles et nous portons le projet de tiers-lieu d'innovation sociale qui est situé dans le parc de Clairefonds à Bellefontaine, dont on a déjà un petit peu parlé. Et, voilà, donc je vous présente tout ça. C'est bon, vous voyez? Oui. Donc, pour faire un lien avec ce qui s'est dit précédemment, effectivement, ce projet consiste à réimplanter des activités économiques au sein d'un quartier politique de la ville, qui est le quartier de Bellefontaine. Et c'est un site qui est situé, qui a une situation particulièrement privilégiée puisqu'il est au pied du métro de Bellefontaine, enchâssé dans un parc. Et donc, ça fait 3 ans que les Imaginations Fertiles, avec son partenaire éthique, qui est une foncière située à Lyon, travaille sur ce projet de réimplanter ses propres activités économiques sur ce site, mais aussi de développer un lieu qui soit au service du quartier et des acteurs de l'économie sociale et solidaire à Toulouse. Donc, en fait, il s'agit d'un bâtiment de plus de 2200 mètres carrés qui va être rénové, qui se situe dans un parc de plus de 4000 mètres carrés. Et la particularité, effectivement, de ce montage, comme l'a un peu dit M. Cognard, c'est que c'est un vrai partenariat public-privé, puisque
Donc, la métropole de Toulouse s'est portée acquéreur de ce site via son outil d'établissement public foncier local donc en 2018-2019 pour laisser le temps à éthique et aux imaginations. Pardon. Pour laisser le temps aux imaginations fertiles et à éthique de développer son projet, de trouver des financements pour racheter ce site avec une aide très conséquente des collectivités, notamment de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est investisseur et qui subventionne ce projet, avec aussi un appui très fort de Toulouse Métropole et de la région Occitanie. Pourquoi ces financements? Parce que ça va permettre de porter un projet qui aura un coût de revient qui sera plus faible et qui permettra de proposer un hébergement à des coûts plus raisonnables à beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se retrouveront au sein de ce tiers-lieu à travers plusieurs typologies d'espaces, des espaces de coworking, des bureaux, un espace événementiel, un espace de restaurant qui sera ouvert sur le quartier, à la fois pour les habitants, les acteurs du quartier, les acteurs du tiers-lieu, un Fab Lab, Makerspace et des ateliers partagés. Donc, c'est vraiment un site pluri-acteur et qui a vocation à héberger plus d'une trentaine d'entreprises, presque 200 personnes, enfin entre 150 et 200 personnes travailleront quotidiennement sur le site à terme. Et ce site sera animé par donc, une société coopérative d'intérêt collectif, les Imaginations Fertiles, qui a vocation à créer des synergies entre les résidents, à développer des actions en direction du quartier et surtout à mettre en valeur les actions de tous les résidents de ce site qui, pour beaucoup, travaillent déjà sur le quartier de Bellefontaine et le quartier du Mirail en général et qui auront un lieu privilégié pour développer leurs activités et augmenter leur impact et l'impact de leurs actions. Donc, comme l'a dit Madame Michael Bello, en fait, les Imaginations Fertiles ont été labellisées fabriques de territoire par l'État. Donc, ça nous donne encore plus de moyens pour animer le site et identifier des synergies possibles à la fois avec le quartier, mais aussi entre les acteurs et aussi être un peu un lieu de référence à l'échelle de la région pour inspirer la création d'autres lieux sur le territoire. Et donc, on fait partie de la dynamique French Impact, territoire French Impact de la métropole de Toulouse, en étant le lieu totem du premier défi de cette labellisation French Impact, qui est une réflexion autour de l'inclusion économique et sociale. Et en fait, la démarche de French Impact a été intéressante parce qu'effectivement, on a travaillé avec de nombreuses structures avec lesquelles on travaille souvent par ailleurs pour réfléchir à des solutions concrètes et à des actions concrètes autour de cette question de l'inclusion économique et sociale. Donc concrètement, en fait, alors, comment ce tiers-lieu va avoir un impact sur son quartier? Dans un premier temps, on va démarrer des travaux au début de l'année prochaine de rénovation vraiment conséquente. Donc, c'est un projet global qui a un budget autour de plus de 5 millions d'euros, hein, donc c'est important. Et donc, on a à cœur de faire un chantier exemplaire, à la fois en étant accompagné par Toulouse Métropole Emploi autour des clauses d'insertion et une clause spécifique de préférence d'embauche sur le chantier dans le quartier.
et on essaie d'être très, très volontariste sur le sujet. Et on travaille aussi avec Arezo et dans le cadre du projet NoWatt financé par la région Occitanie sur la question du réemploi sur le chantier et de faire un site qui aura un impact environnemental le plus faible possible et qui sera exemplaire à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà une première étape importante. Ensuite, les acteurs qui se positionnent comme étant de futurs résidents du site, donc là, vous en avez un certain nombre qui sont cités, alors qui sont soit futurs résidents, soit partenaires du site, soit avec qui on recherche des synergies et qui vont travailler avec nous, sont très variés, très diverses et ont déjà des actions très significatives dans le quartier. Donc, je pense par exemple à Rebond qui fait de l'insertion par le sport, qui a de grandes actions sur le quartier, à l'ADI qui finance des porteurs de projets, à Égalitaire que vous avez entendu tout à l'heure. Enfin, voilà. On a un projet sur site de jardin partagé qui est porté par la MILPA avec une petite production mais qui est intéressante. On est un des lieux aussi de la French Tech pour porter les projets, enfin pour accueillir à la présentation des projets tremplins qui sont à destination de la promotion de porteurs de projets des quartiers prioritaires. On héberge l'incubateur d'innovation sociale Première Brique qui est la fabrique à initiative dont a parlé Madame Nickel Bello. Donc autant d'acteurs qui vont contribuer à l'aura du site et puis surtout à avoir un impact fort sur le quartier. Je ne vois pas VRAC dans mes logos, mais vous en entendrez parler tout à l'heure et c'est aussi un des résidents du site. Alors, pendant la crise, en fait, alors c'est pas tout à fait dans le ordre, mais c'est pas grave. Depuis le mois de janvier, on a démarré une occupation transitoire sur le site du château de Clairefonds et on héberge d'ores et déjà une trentaine d'entreprises avant les travaux dans un lieu qui est un peu dans son jus, mais avec en permettant à ces structures d'avoir accès à des locaux à des tarifs très compétitif et on a mobilisé la métropole au niveau de son plan de relance pour soutenir les loyers sur site et pour permettre à tous ces acteurs de bénéficier de remises de loyer pour leur permettre d'affronter la crise de manière un peu plus facile, ou en tout cas faire une petite pierre à ce niveau-là. Et le lieu accueille, même si aujourd'hui on avait un grand programme d'animation très fourni, mais qu'on a revu à la baisse forcément dans ces périodes compliquées. On a accueilli cet été des chantiers participatifs pour des jeunes qui étaient portés par des acteurs du quartier. Il y a eu plusieurs distributions alimentaires d'urgence et une aide et une plateforme logistique pour ce type de distribution. Les couturières de Toulouse fabriquent des masques en tissu sur site. On porte un projet d'étude, on porte une étude de faisabilité d'un makerspace au service du quartier parce qu'on se dit que ça sera demain quelque chose d'important pour les habitants du quartier, pour porter une réflexion autour du réemploi et de la réparation des objets. Donc voilà, toute cette... nous, le rôle des imaginations fertiles, c'est de mettre en synergie un peu tous ces acteurs et de réfléchir à des coopérations autour d'un projet commun. Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être passer une série de questions du côté du public. Est-ce que vous avez des questions concernant les imaginations fertiles? Nous avons un public très sage. Oui, c'est ce que... Très bien.
Pas de questions particulières? Non? Ah, et merci Sabine, à vous, de Haut-Mazette. Ouais, le projet est magnifique et d'ailleurs je suis allée visiter le fondation, je trouve ça magnifique. Je voulais juste savoir, est-ce que quand vous parlez par exemple des projets des couturières de Toulouse et quand on parle des quartiers, est-ce qu'on peut penser à fusionner des quartiers différents? Je pensais par exemple pour l'épicerie, ça serait génial d'avoir des poches fabriquées, enfin des poches, ça peut avoir des poches, c'est qu'elles soient fabriquées par des couturières et que ce soit des vrais sacs en tissu écologique ou non. Alors, je ne sais pas du tout si ça rentre dans le cadre de tout ça, mais est-ce qu'on pourrait penser à des associations interquartiers, même si on n'est pas… Bon, il y a peut-être des couturières au Mazade aussi, mais peut-être que ce projet, par exemple, de couturière que je trouve très intéressant, pourrait se déplacer aussi vers chez nous. Alors ça, c'est vrai que c'est le type de projet qui… Enfin, il y a des porteurs de projets, il y a des gens qui pilotent tout ça et c'est vraiment avec eux qu'il faut voir ce genre de choses. Alors, chacun est autonome dans le développement de ses activités. Nous, on travaille en chambre d'écho en fait pour présenter ces projets, les faire connaître et que les synergies puissent se monter dans un deuxième temps. Donc, je vous invite à les rencontrer et puis à imaginer des choses avec eux. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, effectivement. Peut-être, Agnès, peux-tu mettre votre contact dans le fil de conversation et le site? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je vais mettre le contact des imaginations fertiles pour ensuite identifier la bonne personne à rencontrer. Pas de souci. Alors, on souhaiterait maintenant faire intervenir Cathy Mazoyer-Bongès de l'association VRAC. Cathy, es-tu présente? Oui, parfait. Oui, bien sûr. Alors, peut-être que tu peux commencer. Je sais que tu as un document que tu souhaites que je partage, mais peut-être quelques mots avant que je partage le document. Oui. Puis bon, de toute façon, le document me servira surtout de support. L'idée, c'est ensuite de transmettre aux participants. Donc, VRAC, donc, qui veut dire vers un réseau d'achat en commun. Donc, pour la petite histoire, c'est un projet à la base qui est lyonnais, qui a démarré au début des années 2010 sur Lyon, donc dont le fondateur Boris Tavernier. Donc, ce dernier a fait une présentation de son projet au cours d'assises de la politique de la ville à Toulouse en 2015. Et suite à sa présentation, plusieurs acteurs en fait ont souhaité dupliquer ce projet et l'adapter à Toulouse. Et donc de là sont intervenus donc, notamment la métropole. On remercie Première Brique qui a effectué un gros travail de terrain pendant 2 ans dans l'objectif d'adapter ce projet lyonnais à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup chez VRAC après la petite histoire? VRAC a pour objectif donc, de lutter contre les inégalités en termes économiques et alimentaires. Pour ce faire, on développe des groupements d'achat pour et par les habitants dans les quartiers politiques de la ville, mais des groupements qui restent ouverts à l'ensemble de la population toulousaine, de la métropole en général. Je veux bien maintenant peut-être la présentation. J'ai une petite note, mais… Superbe. Je peux prendre la main ou est-ce que… Je ne t'entends pas, Bérénice. Non. Très bien. Alors. Excusez-moi, mais j'ai aucune prise du coup sur la présentation. Tu m'entends? Oui, là je t'entends. Oui. Okay. Donc c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Je vois l'écran. Mais ce serait peut-être plus simple que ce soit pas toi qui partage, Bérénice, parce que du coup c'est toi qui as la main. Je sais pas si tu veux… Moi, enfin, je veux tout à fait bien arrêter le partage d'écran. Je propose, mais c'est pas obligatoire. Alors, je sais pas trop comment faire. Pardon. Tac. Quitter le partage d'écran. Ouais. Ok. Allez, ouais, c'est parti.
En tout cas, en attendant du coup d'avoir la main sur la présentation, donc, dans l'objectif du coup de ces groupements d'achat, l'idée de pouvoir rendre accessibles des produits alimentaires, des produits d'hygiène et d'entretien sains à l'ensemble de la population. À travers ces groupements, hop là, je vais récupérer ma propre présentation. Vous me faites signe hein, quand je pourrai prendre la note. Ça marche, merci. Très bien, donc je vais reprendre un petit peu. Donc VRAC développe des groupements d'achat pour et par les habitants, donc les quartiers politiques de la ville. L'objectif est de rendre accessible au plus grand nombre des produits de consommation courante à prix accessible. L'idée est de permettre d'intégrer les habitants, notamment les habitants des quartiers politiques de la ville, de les intégrer dans un mode de consommation plus durable et responsable. Ce qui nous permet, nous, d'intervenir sur 4 axes, sur un plan économique, social, en termes de santé et environnemental. En termes économiques, parce qu'on permet aux habitants de pouvoir avoir accès à des produits dits accessibles. On parle d'accessibilité parce que nos produits sont revendus à prix quasiment coûtant. Et également un prix juste pour nos fournisseurs et nos producteurs. Sur un plan social, en luttant contre l'isolement, l'idée est de aussi favoriser l'entraide entre les habitants. Sur un plan évidemment sanitaire, en luttant contre l'obésité et le diabète, dont les taux sont les plus importants dans les quartiers politiques de la ville. Et enfin, sur un plan environnemental, en proposant aux adhérents que des produits dans la mesure du possible bio, si ce n'est pas bio, au moins dans un rayonnement local et dans la mesure du possible également en vrac, ce qui nous permet nous, de produire moins de déchets possible. C'est dommage, j'avais une petite vidéo pour vous, mais vous l'aurez pour chez vous. Parce que là, c'est impossible pour vous de nous la partager. Normalement, vous avez les droits. Moi, j'ai les droits. Ouais, si vous cliquez sur écran partagé en bas. Alors, par contre, c'est pas sûr qu'on ait le son. Il faut que je ferme du coup tout ce que j'ai. Ok. Yes, là, vous êtes en train de nous partager votre écran. C'est bon? Ok. Parfait. Et on voit votre support. Ok, super. Est-ce que je le temps de faire passer une petite vidéo de 3 minutes? Oui, allez-y. Allez, super. En espérant que ça marche. Oui. C'est pour le son que ça va peut-être poser un souci. Je ne suis pas sûre qu'on retransmette le son en même temps. Je ne sais pas très bien. Après, Cathy, vous pouvez aussi mettre tu peux aussi mettre le lien dans le compte. Voilà, et les personnes le verront librement. C'est peut-être le plus facile. Ah ben ça y est, j'y suis. D'accord. De notre côté, il ne se passe rien. Hein. Ouais, il y a un temps de latence, je pense. Là, nous, on est encore sur l'écran, enfin sur l'affichage de votre présentation. Okay. Pas de souci, j'ai compris. Je pense que c'est beaucoup demandé aux hommes. Oui, voilà, mettez le lien. Et... Ah ben voilà, parfait. On a le début. C'est bon? Yes. Et c'est ce que je craignais, on n'a pas le son, je crois. € le kilo ou de l'huile d'olive, l'huile d'olive bio extra vierge qui vient de Catalogne, elle coûte 6 € le litre. On l'achète 6 € le litre, on la revend 6 € le litre. On ne marche pas, sinon ça deviendrait trop cher pour nos adhérents. Très raisonnable. Alors j'ai pris 1 litre de liquide de sel à diluer.
petit prix un savon au lait d'Anès, une plaquette de beurre à 250 grammes à 1,50 €. On le trouve bien plus cher ailleurs. Alors pour moi, bio, c'était pour les personnes un peu plus aisées. Là, on est sur Saint-Fond, c'est quand même un quartier populaire. C'est une association qui a planté ici. Honnêtement, je la vois depuis très longtemps, mais jamais je me suis arrêtée. Je pensais même que c'était pour des dons alimentaires, voilà, en passant devant. Et au final, en s'y intéressant un peu plus, on voit que le bio est accessible à tout le monde. Saint-Fond, c'est une commune de l'Est lyonnais qui a quand même la particularité d'être quasiment entièrement en politique de la ville. Donc c'est plutôt une ville qui est très pauvre. Donc c'est important pour VRAC d'être dans ces lieux-là. Aujourd'hui, il y a une alimentation à deux vitesses. Il y a des personnes qui peuvent bien consommer, qui ont les moyens, qui peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, s'entretenir physiquement et être en bonne santé. Et malheureusement, il y a les plus pauvres qui sont souvent même victimes du dos Le Pen. Quand on habite dans les banlieues, dans les quartiers populaires, on n'a évidemment pas les moyens d'accéder à des bons produits. Et même si on avait cette volonté, et même si on en avait les moyens, on vit dans des déserts alimentaires où on doit acheter ce qui coûte le moins cher pour pouvoir manger. Donc on retrouve des problématiques d'obésité, de diabète. Pendant le confinement, je ne suis pas du tout allée en grande surface, d'ailleurs je ne vais pratiquement plus. On est allé au marché et en boutique bio. On a vu quand même sur le budget, non, ça coûte cher. Aller dans une boutique bio, ça coûte cher. Je dis beaucoup, oui, mais du coup, il faut manger moins de viande, moins de ci, moins de ça, on va équilibrer autrement, etc. On fait d'autres choix. Et du coup, c'est possible. Moi, je trouve que je trouve ça un peu des fois se ficher de la figure du monde, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà un budget tellement réduit qu'ils ne peuvent pas. Quand on a le RSA ou quoi, c'est quand même vraiment excessivement compliqué de nourrir sa famille en mangeant du produit bio. C'est pour ça qu'il y a besoin de choses comme VRAC. Alors. Très bien, merci. Merci Cathy Mazoyer-Bonger. C'est ce que. Pardon. Voilà, on peut peut-être enlever le partage d'écran. Voilà, et je reviens sur ma présentation. Tout le monde revoit mon écran? Ok, très bien. Et on voit toujours l'image. Hein. De la vidéo, c'est ça? Voilà. Donc, il reste à peu près 2 minutes, 3 minutes, ça va aller? Ok, très bien. Oui, ben, je vais faire en sorte. Voilà, merci. Donc, très concrètement, on transforme en fait les locaux d'un partenaire local. Ça peut être une association, ça peut être également OSIF. D'ailleurs, on a fait notre dernière distribution là-bas, celle de novembre. Ça peut être un centre social et on va transformer ces locaux en une épicerie éphémère. Les adhérents deviennent bénévoles parce qu'ils vont participer à la mise en place de cette distribution. Donc, toutes les 6 semaines, ils vont passer commande et ensuite récupérer leurs commandes sur le point de distribution. Ce qui est très important pour nous dans notre logique d'action, c'est de pouvoir aller au plus près des habitants. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on n'a pas nos propres locaux. On organise nos distributions dans des locaux de partenaires. Et pour ce faire, on doit avoir une logique de partenariat assez forte. Communiquer, passer en fait par les acteurs qui sont sur le terrain, qui connaissent déjà les habitants. Passer par eux pour pouvoir communiquer du coup sur cette action VRAC de façon à ce que le plus grand nombre, et notamment dans les quartiers, le plus grand nombre d'habitants puissent avoir accès à ces produits dits de qualité. J'ai peur de trop parler, donc je préfère m'en arrêter là s'il y a des questions. En tout cas, voilà, nous, l'objectif est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre des produits de qualité. Une des particularités de notre fonctionnement est que l'adhérent devient acteur dans sa consommation, dans le sens où il participe aux distributions, mais dans la vie de l'association en général, que ce soit dans la composition des produits qu'on va présenter dans le catalogue et dans la vie de l'association beaucoup plus largement. Très bien, merci beaucoup Cathy. Ce qui serait sympathique, c'est de mettre peut-être le lien vers le site de l'association, voilà, dans le fil de conversation. On en profite pour dire au revoir à Monsieur Cognard, Gaëtan Cognard, qui vient de nous quitter, et merci pour son intervention.
Je ne sais pas si M. Rouget est encore là. Merci à vous. Voilà, merci à vous. De ce fait, je propose qu'on passe sur le dernier projet qu'on voulait vous présenter, qu'on veut vous présenter plutôt. Donc, il faudrait que tu enlèves ton partage d'écran. Voilà. Voilà, ok. Voilà, merci à toi. Merci. Et on va passer donc à Jean-Baptiste de Cinétique et Sandrine Diaz du groupe des Chalets qui vont nous présenter un projet c'est un projet pour le coup, c'est quelque chose qui est en émergence quand même bien avancé. Donc le projet Eden. Est-ce que Jean-Baptiste et Sandrine, vous êtes là? J'imagine que vous avez prévu comment intervenir l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Alors Jean-Baptiste, est-ce que c'est Sandrine qui commence ou toi? C'est toi? C'est moi qui commence. Bravo, bien, parfait. Voilà qui est galant. Non, c'est pas bien de dire galant parce que ça ne va pas du tout. En tout cas, allez-y Sandrine et merci d'être là avec nous. Bon, merci à vous pour l'invitation. Donc, nous allons faire une présentation à deux voix. Moi, je suis Sandrine Diaz, je représente le groupe des Chalets. Et donc, Jean-Baptiste Ortega pour Cinétique prendra la suite de leur présentation. Nos deux structures sont membres du collectif Toulouse Impact. Moi, je vais vous présenter le cadre global du projet Écopole Eden et Jean-Baptiste vous présentera ensuite plus en détail le contenu du projet. Je partage mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Oui, il faudrait juste mettre en plein écran. Voilà, parfait. C'est bon? Oui. Donc voilà, donc on est bien sur l'Écopole Eden avec un exemple en fait. Hein. Donc l'Écopole Eden d'abord, est un lieu totem dans le cadre de Toulouse Impact. Et on est bien sur un exemple de coopération interacteur dans lequel c'est le levier de l'agriculture urbaine qui est utilisé pour favoriser l'inclusion sociale et économique des habitants et tout ça à l'échelle large d'un territoire. Je commence très rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas au niveau du groupe des Chalets. Donc, on est un bailleur social, on gère près de 14 000 logements et notre ambition est de porter une autre conception de l'habitat et de l'habitant en promouvant un esprit coopératif et un esprit d'intérêt général qui se traduit par une capacité d'action et d'innovation. Dans notre histoire, nous avons un ADN coopératif puisque nous sommes issus d'une société coopérative qui a fêté ses 70 ans l'hiver dernier. Et ça nous permet, ça nous oblige et ça nous conduit à développer des partenariats et des expérimentations qui sont toutes en faveur des habitants, en faveur des services qu'on peut rendre à nos habitants et aux autres parties prenantes, bien sûr, qui existent sur les territoires. C'est pourquoi on développe un fort partenariat avec les acteurs de l'ESS, puisqu'en fait, on partage des valeurs, on est bien sur un partage de valeurs, hein, donc essentiellement l'utilité sociale, la coopération, l'ancrage local et la solidarité. Pour ce qui est du cadre très général du projet Écopole Eden, on se situe en fait dans le cadre de l'appel à projet urbain d'Issinois-Toulouse, hein, qui est porté par Toulouse Métropole, dans lequel le groupe des Chalets a candidaté et a été lauréat sur 2 projets. Ces projets-là, l'ambition de l'attente aussi de la collectivité dans cet appel à projet, c'était de pouvoir proposer des projets innovants, tant dans le contenu que dans la façon de les concevoir, et vous allez voir que c'est le cas, hein, forcément, pour le projet de l'Écopole Eden. Ça se traduit donc par des équipes pluridisciplinaires qui placent les habitants au cœur du projet. Pour le groupe des Chalets, en fait, nous, on se positionne vraiment dans cette logique d'assemblier, de facilitateur entre plusieurs acteurs. L'objectif, c'est bien de partager une ambition commune, puisque quand on a des équipes pluridisciplinaires qui viennent de secteurs différents, il faut d'abord se rassembler autour de l'ambition commune qu'on porte, de l'objectif commun, des éléments de langage aussi communs qu'on va trouver. Et ensuite, on se positionne aussi dans une logique de fédération de ces différents acteurs-là autour d'un projet. Ce qui est important également, c'est qu'en tant qu'acteur de développement local, on est positionné, nous, aux côtés de la collectivité. Et à ce titre-là, ça nous permet de rechercher et d'impulser en fait des complémentarités et des logiques de mutualisation, non pas à l'échelle seule d'un projet, mais bien à l'échelle élargie d'un territoire.
Donc, on rentre un peu plus précisément dans le cœur du projet. Donc, on est bien, hein, je le disais, sur l'agriculture urbaine, qui est un véritable levier d'inclusion sociale et économique. Les 2 projets pour lesquels le groupe des Chalets a été lauréat dans le cadre de Dessine-moi à Toulouse portent sur 3 sites territoriaux. Les 2 projets, ce sont donc Agripark et Agriville. L'enjeu commun à ces 2 projets, c'est de renouer avec les activités liées à l'agriculture et de revaloriser les terres agricoles. On a ce levier qui est l'agriculture urbaine et qui nous permet à l'échelle du quartier qui est concerné ici, de reconnecter l'urbain et le rural. Et la recherche, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une cohésion à la fois sociale et territoriale qui est permise par l'urbanisme agricole qu'on va favoriser à l'échelle du territoire élargi. Donc, vous avez ici un plan. Donc, vous voyez qu'on est ici, là, le long des berges de l'Hers qui jouxte la commune de Lignon. Ici, à gauche, la route de Launaguet. Donc, on est sur un véritable morceau de ville. Et c'était bien l'ambition de cet appel à projet Dessine-moi Toulouse de redonner un impact structurant sur des morceaux entiers de ville. On a donc 2 projets Dessine-moi Toulouse. Le premier au cœur du quartier ici qui s'appelle Agriville. Donc on est sur la ZAC qui s'appelle la ZAC de Paléchicat. On a en haut le long des berges de l'Hers, donc le projet Agripark ici sur 2 sites. Le long des berges de l'Hers ici et l'écopole Eden ici qui borde la route de Launaguet. En termes d'abord très synthétiques et ensuite je donne la parole pour une présentation plus détaillée à Jean-Baptiste. Agriville, donc au cœur de la ZAC de Paléchicat, Agriville, ça consiste à créer un écosystème nourricier, pédagogique et social dans le parc du château, puisque vous avez ici au cœur du projet Agriville le château de Paléchicat qui va être rénové en restaurant bistronomique, en traiteur, salle de séminaire. Donc, on est vraiment sur une nouvelle centralité, un projet de construction de commerce, locaux d'activité, logement, tiers-lieux également. Et on a vraiment aussi la volonté de créer des synergies et des complémentarités avec l'Agripark et l'écopole Eden. On retrouve vraiment, je pense, dans nos présentations, cette volonté de mutualisation et de synergie territoriale. Et voilà, là, on est vraiment sur un exemple de ce type d'objectif. L'autre projet lauréat Dessine-moi Toulouse, c'est Agripark, les berges de l'Hers. L'innovation principale à ce niveau-là et au niveau aussi des chalets, c'est d'avoir dédié en fait des logements locatifs sociaux à l'activité maraîchère. Donc, on a 12 logements qui vont être créés, qui vont être dédiés en fait aux maraîchers qui vont être sur site. On a aussi un hangar mutualisé. Bon, il y a des équipements qui vont vous être présentés par Jean-Baptiste. 2 dernières informations pour ce qui me concerne. La première, c'est bientôt, échéance 2021-2022, ça reste à préciser, mais en tout cas, c'est une perspective concrète dans la continuité du projet. Il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour des porteurs de projets dans l'activité du maraîchage, avec 20 hectares qui pourront être répartis selon, bien sûr, les candidatures qui pourront être proposées. Et le deuxième élément qui me paraissait intéressant à dire, et à souligner pour faire le lien avec les présentations précédentes et les quartiers en politique de la ville. Donc, le groupe des Chalets est fortement impliqué et investi dans les quartiers en politique de la ville. Et nous avons, nous et nos confrères d'ailleurs, dans le cadre de COPIB, particulièrement sur le quartier du Grand Mirail, il y a un projet qui est présenté là aussi en agriculture urbaine, alors qui n'est pas encore sorti, hein, qui est un peu en phase de réponse d'appel à projet dans le cadre de l'ANRU. On en parlait tout à l'heure. Et là, qui aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà dans ce projet-là des synergies qui sont réfléchies avec ce projet-là qu'on vous présente. Donc, on voit bien que voilà, on a vraiment une logique d'acteurs et de complémentarité et on partage finalement tous ces objectifs-là, les collectivités, le monde de l'ESS et là, moi en tant que représentant de bailleur social investi sur ces sujets, on a vraiment voilà, toute un rôle à jouer dans le cadre de ces projets-là. Je donne la parole à Jean-Baptiste pour le détail d'Eden.
Merci Sandrine. Du coup, tu peux passer directement à l'autre slide si tu veux bien. Donc, on va faire un petit zoom sur Eden, qui est donc un écopole dédié à l'agriculture et à l'alimentation urbaine. Lauréat des CIMA Toulouse, comme l'a dit Sandrine. Donc, pour bien repréciser les choses, donc Berge de l'Hers opéré par les chalets, Agriville opéré par le Crédit Agricole Immobilier et Eden où notre modeste association Cinétique gère la coordination du site et de l'ensemble des acteurs. Donc, juste un mot sur Cinétique, on est une association créée depuis 10 ans et on lance des projets impact positif sur les territoires. Je ne vous en dirai pas plus, ce n'est pas trop l'objet. Si tu peux passer, Sandrine, sur la prochaine slide, pour qu'on situe bien en fait, géographiquement où nous nous situons. Donc là, on est au 216 route de Launaguet. Vous avez la rocade qui est juste ici. Pour ceux qui connaissent Bordeaux Bio, une des dernières fermes maraîchères professionnelles à l'intérieur de Toulouse. Donc nous sommes juste à côté, nous sommes voisins, puisque Bordeaux Bio va s'étendre et va donc récupérer ces deux parcelles-là, pardon. Et donc, voilà, l'idée, vous voyez qu'il y avait encore quelques terres au nord de Toulouse à récupérer. Aucanville est juste là, avec une pression foncière qui est juste énormissime, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, le pari, c'était de pouvoir monter une activité économique sur les dernières terres agricoles pour les maintenir face à cette pression foncière. Et là, au sud, on est en plein QPV, en plein quartier prioritaire, Isard 3 Cocu, avec toutes les problématiques qu'on peut connaître, bien sûr, liées à un chômage plus important dans ces zones que dans les autres quartiers de Toulouse, et avec aussi une problématique de, entre guillemets, malbouffe. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer aux habitants des quartiers une alimentation saine et durable, et on refera le lien avec VRAC, puisque VRAC fait partie du collectif situé sur Eden. Donc là, vous voyez le petit carré blanc, en fait, c'est sur ce site qui fait 8184 mètres carrés pour être précis. Donc il y a notamment une Toulousaine qui, encore jusqu'à 15 jours, accueillait des équipes techniques de la ville de Toulouse avec des hangars. Donc nous avons les clés là, de la Toulousaine depuis le 2 novembre, donc vous voyez, c'est tout récent. Et donc, si tu peux passer, Sandrine, pour que je puisse un peu expliquer ce que nous faisons donc sur site. Donc, dans cette Toulousaine, on va accueillir les sièges sociaux et les bureaux de plusieurs associations, notamment Terre au Ciel, pour ceux qui connaissent, un bureau d'études dédié à l'agriculture urbaine qui notamment opère 2 carrés maraîchers dont on parlera tout à l'heure. Récup Occitanie qui récupère des biodéchets chez à peu près 300 familles toulousaines. Et également le siège social de Acroquet, qui est une association qui propose des corbeilles de fruits en entreprise pour que les salariés mangent un petit peu moins de Mars Bounty et mangent plus de fruits, et pour les arboriculteurs locaux de notre région qui en ont grandement besoin. Donc ces bureaux, vous voyez, il y a d'autres associations qui vont nous rejoindre prochainement, donc sur cette Toulousaine. À côté, je vous ai parlé des hangars, donc les hangars vont être mutualisés entre VRAC, donc, qui a été présenté par Cathy, et là aussi des belles complémentarités, puisque VRAC va avoir sa partie logistique sur Eden, mais plutôt les bureaux administratifs chez les IF, les imaginations fertiles. Donc vous voyez qu'il y a quand même des jeux de complémentarité et de liens entre les différents pôles ESS de la métropole. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, parce qu'on bosse ensemble, et on bosse, je crois, plutôt pas trop mal ensemble, pour pas dire bien. Ensuite, sur la partie extérieure, qui est la partie que nous avons, je vois que Agnès sourit, donc je pense qu'elle confirme. Sur la partie extérieure, qui est la partie que nous avons aménagée le plus tôt. Donc, vous allez voir quelques photos, enfin une ou deux photos par la suite. Donc, la Milpa, qui est une entreprise agréée ESUS, a monté une serre qui a permis de faire pousser des plants. Ces plants, on les a mis juste à côté dans des carrés maraîchers, donc sur 2 carrés maraîchers sur 1400 mètres carrés pour nourrir des familles toulousaines. Et donc, on a aussi une zone de compost de Récup Occitanie qui va nourrir le sol. Donc, vous voyez qu'on est… L'idée, en fait, c'était d'expérimenter une logique d'économie circulaire à petite échelle. Et après, pour pouvoir le dupliquer ensuite sur Berge de l'Hers,
Donc là, on est sur 8000 m², Berge de l'Hers, c'est à peu près entre 15 et 20 hectares. Donc vous voyez que les impacts de ce petit projet vont pouvoir être complètement démultipliés à des échelles vraiment plus intéressantes. Et avec Bordeaux Bio aussi qui est partie prenante, puisque ils sont juste là, ils vont aussi pouvoir opérer une autre forme de maraîchage solidaire. Donc voilà, et aussi un lien qui est intéressant avec les banques alimentaires, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, puisqu'il y a plusieurs dizaines de kilos, notamment de salades, qui ont pu être distribuées à la banque alimentaire, et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Donc si on peut passer à la dernière slide pour que vous compreniez un petit peu le site à quoi il ressemblait au démarrage, puisqu'effectivement il y avait cette Toulousaine et ce hangar, mais à côté c'était une friche, hein. Donc si tu peux passer, Sandrine, pour qu'on voit un petit peu, voilà, on était, alors là, le terrain était travaillé par les équipes de la Milpa, qui a donc préparé les plans, le terrain. Donc là, on voit la serre de la Milpa où les plants ont pu pousser. Et quelques semaines après, donc on est juste après le premier confinement, où, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'était difficile de s'approvisionner en fruits locaux et en légumes frais locaux, notamment dans les marchés plein vent qui étaient intouchables. C'était presque plus facile de faire ses courses en grande surface que dans les marchés plein vent. Et donc, du coup, là, sur le site d'Eden, voilà, il y a une trentaine de familles qui ont pu bénéficier d'un nouveau service d'abonnement à très bas coût proposé par Terre au Ciel, où en fait, on est dans une logique de ligne de maraîchage. Donc, sur les 1400 m², vous allez voir des fraisiers, sur une ligne de fraisiers, une litre de tomates, une litre de potimarron, etc. Donc, vous avez à peu près une dizaine, une douzaine de planches. Et chaque famille va s'abonner sur 3 mètres. Donc, là, vous voyez les poteaux, et va pouvoir récolter 3 mètres de tout, de l'ensemble. Donc, en sachant que l'arrosage est intégré, que le plan de culture est fait, la famille, elle a à faire quoi? Elle a à faire juste à pailler, désherber et récolter, ce qui est assez minimaliste, et bénéficie, puisque Terre au Ciel a fait le calcul, depuis le début, donc ça fait 6 mois, de l'équivalent de 1000 € de légumes, donc depuis le montage de l'opération, pour un abonnement de 5 € par semaine. Donc 1000 € 6 mois, 5 € par semaine, en sachant qu'il y a quelques familles qui viennent justement des quartiers prioritaires. Et donc là, vous voyez qu'entre Vrac, qui va avoir son stockage de produits secs, bio, frais, locaux, à bas coût, pour notamment les habitants des quartiers. Là, on a des légumes frais, notamment pour les habitants des quartiers. On est en train un peu de relever ce défi, de rendre accessible une alimentation saine à des habitants des quartiers les prioritaires de la ville. Donc, on est en train de modestement contribuer à notre petite échelle à rendre ça possible. Et après, si on a des porteurs de projets qui nous écoutent, donc Sandrine a bien fait état de cet appel à la manifestation d'intérêt sur les quelques 20 hectares de Berge de l'Hers. Nous, il nous reste là, comme ça se passe plutôt pas trop mal, on va encore récupérer 2000 m² sur une parcelle de terre au sud. Donc, si on a des porteurs de projets qui recherchent des bureaux ou un petit peu de terrain extérieur, même à mutualiser, pourquoi pas, un petit bout de serre ou faire des choses avec nous, il nous reste un petit peu de place. Donc, n'hésitez pas, si tu m'autorises, Bérénice, je mettrai peut-être mon mail dans le fil de conversation. Et, bien sûr, bien sûr. Les bienvenus à prendre contact avec Sandrine, et même Sandrine elle fera de même, bien sûr. Donc, si vous voulez nous contacter, on pourra même faire interface avec Agrieville sur Château Perlificat, puisqu'il y a d'autres besoins. Donc, on travaille fonctionnellement, on a vraiment un lien étroit avec ces 3 sites qui sont quand même sur un périmètre géographique assez proche. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment développer les complémentarités et clairement pas être en concurrence. Donc, je vois que Bérénice bouge la main, donc c'est peut-être la fin. C'est juste pour te dire qu'il y a une question, mais Carmen qui avait posé la question, si vous voulez poser la question en direct, ce serait très bien. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Bonjour, c'était une question sur les méthodes de production agricole. Par exemple, est-ce que c'est la permaculture ou une autre méthode? Et si c'était labellisé bio ou si c'était... Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop d'utilisation. Clairement, sur toutes les méthodes utilisées donc, par la Milpa et Terre au Ciel, on est sur une méthode biologique, mais sans certification. Ils ne sont pas allés chercher le label auprès d'EcoCert.
Et sur Berge de l'Hers, pour l'appel à manifestation d'intérêt, donc Sandrine, je me permets de parler pour votre partie croissant Berge de l'Hers. L'idée, c'est vraiment aussi de favoriser les méthodes permaculturelles et les méthodes biologiques, donc bien sûr en limitant les intrants, etc. Donc on est vraiment dans cet esprit-là d'être à la fois bon pour la santé de nos habitants toulousains et bon pour la planète, parce que je pense qu'on peut faire et l'un et l'autre. Alors, il y a une autre question de Philippe Lebailly. Est-ce que Philippe, vous souhaitez vous exprimer? Ou je reporte la question? Je la vois même, je peux la lire. Depuis quand ce projet est en gestation? Si Philippe confirme que c'est bien de cette question dont il s'agit. Oui. Alors, oui. en vérité… Il est en train d'affiner la question. Vas-y, Philippe. Non, donc c'est bien la question parce que je suis coprésident d'une association sur le quartier des Pradettes et puis on a les habitants, on a un projet identique, un projet agro-urbain, donc c'est pour avoir un peu une idée de votre expérience sur la durée entre l'idée et la mise en œuvre du projet. Alors, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Vas-y Sandrine, si tu veux répondre. Non, déjà juste pour remonter aux origines des origines, l'appel à projet Dessine-moi Toulouse, c'était septembre 2018. Voilà, pour donner une idée du point de départ. Hein, c'est bien ça, Jean-Baptiste? Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un temps, on va dire, d'appel à projet, on va dire un temps administratif et un peu de gestion de projet qui a été extrêmement long. Puisque voilà, depuis 2018. Et après, une fois qu'on a eu le go de la métropole, je trouve qu'on est allé quand même relativement vite. Puisque, alors, j'ai combien de temps, Bérénice, à peu près encore, pour répondre à la question? Alors, normalement, on finissait dans 2 minutes. Alors, c'est vrai je pense qu'on va finir plutôt à 16h45 tranquillement. On a évidemment une conclusion à faire. Donc, je te laisserai volontiers… Allez, 5 minutes, c'est bien, non? Je suis très large, merci Bérénice, tu es très généreuse. Non, mais c'est peut-être pour donner quelques éléments à Philippe, si ça l'intéresse. Et puis bon, de toute façon, Philippe, vous aurez mon mail. Mais en fait, ce qui marche bien dans ce type de projet, c'est vraiment d'être dans une logique itérative. Donc, pas partir sur des plans quinquennaux à 5 ans où on veut tout nickel et puis où rien ne se passe, mais plutôt chercher des petites victoires. Donc, nous, on est allé chercher des petites victoires. Comme je l'ai dit, quand on a récupéré donc, la partie extérieure, il y avait toujours des agents de la métropole dans la bâtisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a travaillé sur un bail temporaire qui concernait uniquement les extérieurs, ce qui nous a permis de faire juste ça, qui est franchement… Alors, je ne sais pas si la photo, vous la trouvez réussie, mais en vrai, c'était vraiment magnifique de voir toutes ces familles bénéficiant de ces fruits et légumes frais locaux de saison. Donc ça a été mis en place en février, la serre, mars, les plantations, avril, courant avril, les récolter quoi. Enfin, sur 3 mois, ça c'est entre ça et ça, entre cette photo du dessus et ça, c'est à peu près 3 mois et demi, à peu près. Et là, donc, on vient de récupérer les clés, donc il y a un peu d'aménagement à faire sur le site. Et on va essayer aussi d'être assez agile. Enfin, je pense que pour tous les porteurs de projets qui sont là réunis grâce à Bérénice et au MES, merci Bérénice, une des particularités, je pense, un peu des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des assos, c'est un peu notre agilité et notre activité. Donc, une fois qu'on a le go d'une collectivité, voilà, on peut partir de ça pour aller à ça rapidement, quoi. Je ne sais pas si Philippe, j'étais complet dans ma réponse ou pas. Oui, c'est complet. Puis je pense qu'on va se rapprocher de vous pour avoir plus de temps d'échange, d'expérience, ainsi que auprès de Sandrine pour les chalets, quoi. Ouais. Après, il y a le parcours adresse qui existe aussi. Où on est engagé dans le parcours adresse. Là, on a démarré notre première réunion d'accompagnement cette semaine. Voilà, donc on pourra échanger. Je ne sais pas si cette question intéresse d'autres. Et après, je vois Georges aussi. Bonjour Georges, ça fait longtemps, ça me fait plaisir de revoir ton nom.
Oui. Et Georges parle des étudiants à UT1 en master qui veulent participer à des projets semblables. C'est bien ça, Georges? Tout à fait. Alors, ça va plus loin que ça, hein, si vous voulez, je vous donne l'idée complète. Hein. Il y a des gros besoins d'alimentation saine pour les étudiants, surtout dans la période de précarité actuelle. Hein. Donc ça, c'est clair, il faut une étude là-dessus. On aura bientôt le résultat de l'étude, mais en plus… c'est un message privé. Non, je l'ai mis en message public. Pardon. Alors, oui, donc il y a aussi, ils ont aussi l'idée de devenir acteurs dans pour aller voir tous les maraîchers bio de Toulouse Métropole et du périurbain, faire l'intermédiaire avec eux, les aider dans les travaux, amener les paniers aux étudiants au centre-ville. Donc, il y a un projet d'entrepreneuriat étudiant, on va dire, hein, social étudiant. Donc, j'aimerais les mettre en contact avec vous, hein, bien sûr. Et ils sont prêts à participer, pas que comme consommateurs, mais aussi comme acteurs. Hein, les deux, acteurs et consommateurs. Voilà. Écoute, merci Georges. Hein, merci. Oui, merci. Tu as notre lien là, je viens de mettre. De toute façon, tu avais mon adresse mail, elle n'a pas changé, Georges. Donc, oui, voilà, je la note, oui. Okay, c'est parfait, c'est parfait. Bon, on avance bien, hein, mais en plus, on a rattrapé le retard qu'on avait un petit peu, qu'on avait un peu perdu à l'inauguration, et on est toujours assez nombreux, alors un peu moins qu'au début, mais dans tous les cas, sachez que c'est podcasté, donc voilà, il y a toujours matière à reprendre des éléments pour les personnes qui voudront par la suite écouter. Et moi, je propose maintenant de conclure, d'être un peu sur le temps conclusif. Alors, on va procéder, déjà on va demander une première réaction à Aurélie Racine de la Banque Alimentaire et à Sandrine Carême qui est directrice. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On a eu du mal à se joindre, c'est un peu couru après. Excusez-nous, oui, on a eu un petit contretemps, mais on est ravis de pouvoir clôturer la journée avec vous. Merci beaucoup. C'est parfait. Et donc Sandrine, qui est complètement fondue dans la République de l'ESS. Je l'enlève, bonjour, j'ai trop de luminosité en fait, donc bonjour à tous. J'étais en caméra cachée, mais je suivais avec grande attention tous vos échanges et tous ces projets, merci. Oui, complètement. Et alors, bon, vous le savez, on est dans cette histoire de République de l'ESS, une communauté qui va s'ouvrir pour pouvoir aussi échanger sur des expériences, mais aussi convaincre les politiques publiques, qu'elles soient au niveau régional ou local ou bien sûr national avec les présidentielles, convaincre de ce que porte l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social et solidaire. Mais aussi, et vous savez que pour moi c'est très important, la citoyenneté qui s'exprime et qui génère l'économie sociale et solidaire. Pour moi, pour nous, en tout cas le mouvement pour l'économie solidaire, on est très attachés à cette dimension. Alors de ce fait, j'aurais envie de vous dire, première réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu, peut-être un point de vue de votre part sur le sujet du défi qu'on a posé, qui est de l'inclusion sociale et économique des personnes. Voilà, première réaction. Et puis peut-être pour vous, ce serait quoi les deux, l'idée forte à défendre pour la République de l'ESS sur laquelle vous voudriez peut-être qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un exercice de style. Comme il y a la banque alimentaire, Aurélie, ça serait quand même pas mal de nous dire, parce que les chiffres n'ont pas été posés par les élus ni par aucun de nous, où est-ce qu'on en est en Haute-Garonne et sur Toulouse. Voilà, Aurélie, peut-être dans un premier temps. D'accord, merci. Alors, bonjour vraiment à tous. Les chiffres, c'est vrai qu'ils sont assez inquiétants, hein, puisque bon, nous, on va vous parler de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire pour la banque alimentaire, elle a augmenté de plus de 60% depuis le début de la pandémie. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans des circuits de précarité, de grande précarité. Mais on s'aperçoit que dans toute cette crise, ça nous a permis aussi de nous recentrer sur nos métiers, que sont la solidarité les uns pour les autres, qu'on a trouvé de nouvelles solutions tous ensemble. Et ça augure
ça augure quand même une construction d'un avenir qui va être certes difficile, parce que c'est vrai que la crise, elle est là, elle va s'aggraver, mais à la fois, on a vu qu'à plusieurs, en interassociatif, avec la volonté, les talents des uns et des autres, on était arrivé à trouver des solutions. Et ça, nous, c'est ce qu'on retient de cette crise, c'est d'arriver à solutionner ensemble, voilà, entre partenaires, à plusieurs niveaux différents de compétences et de métiers. On arrive à trouver des solutions pour le bien commun et pour essayer de laisser personne sur le bord du chemin. Et nous, c'est ce en quoi on croit à la Banque alimentaire. C'est ce pourquoi on se lève le matin quand on vient travailler, et on maintiendra ces efforts, mais on les maintiendra, voilà, tous ensemble. Ce n'est pas seul qu'on peut arriver à trouver des solutions. Voilà. Aurélie, combien de bénévoles à la Banque alimentaire? Donc, c'est 31, c'est Haute-Garonne et Toulouse, ou que Toulouse? Alors, nous, on fait la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. On est sur 3 départements à Toulouse, avec quand même 70% de notre activité qui est concentrée sur Toulouse et sa grande agglomération. Nous, alors pour donner quelques chiffres, on a environ une centaine de bénévoles par semaine qui viennent sur différents métiers. Ça va des métiers de l'entrepôt, puisqu'on est d'abord une plateforme logistique, donc préparateur, trieur, chauffeur, aide pour les associations, et puis après des bénévoles dans les services supports. Ça peut être ceux qui animent le partenariat avec nos associations, ceux qui vont chercher de nouvelles denrées. Donc, c'est à peu près une centaine par semaine. Par contre, pendant la première crise, on était à plus de 350 bénévoles, puisqu'il y avait pas mal de personnes en chômage partiel ou confinées qui sont venues nous aider. Et puis après, il y a des événements comme pendant la grande collecte nationale, le week-end prochain. Et là, c'est 2500 bénévoles mobilisés sur le week-end. Voilà. Ce sont de beaux élans de solidarité et de citoyenneté qu'il est important de mettre en avant. Voilà. Merci Aurélie. Sandrine, à toi, quelle serait ta vision, ton retour après tous ces échanges, et quelles propositions? Alors, quelques mots en conclusion. Déjà, merci à Bérénice, à toi de m'avoir conviée. Déjà, je dirais que cette thématique, tu aurais pu l'aborder déjà dans un autre FRES. Elle aurait toujours été aussi pertinente. Malheureusement, elle l'est encore plus cette année. Et malheureusement, à double titre, parce que nos entreprises de l'ESS, elles sont celles qui accueillent des personnes en difficulté. Il y en a de plus en plus, comme vient de le dire Aurélie, qu'on a eu déjà le plaisir d'entendre lors de nos réunions. Et malheureusement, elles se retrouvent aussi en difficulté. Donc voilà, j'allais dire, c'est difficulté au carré. Donc je pense que la problématique de l'inclusion sociale, pour laquelle on est en train d'essayer de trouver des solutions, d'imaginer ce qui existe, voilà, elle va encore prendre plus d'ampleur. Dans tous les témoignages, en fait, je retiendrai, après, ça n'a rien d'exceptionnel ce que je vais dire, mais vraiment la force du partenariat. Je crois que ce qui est quand même ressorti, en fait, c'est les synergies qui existent. L'agilité également. La rapidité à laquelle on monte un partenariat. Je ne dis pas qu'il faut aller trop vite, mais en tout cas, il faut le concrétiser suffisamment rapidement pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Le territoire, évidemment, il est important. Je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer sur le territoire. Et je rajouterais, on ne l'a peut-être pas beaucoup dit encore aujourd'hui, mais l'évaluation. Je pense qu'il faut vraiment évaluer l'impact aussi de ce qu'on met en place et des actions qui sont mises en place en faveur de l'inclusion, parce que parfois on réinvente des choses et c'est très bien, mais il y a aussi des actions passées qui ont bien fonctionné, donc il faut aussi apprendre à s'inspirer de l'histoire. Voilà, moi c'est ce que je retiendrai. Donc je vous ai mis le site de la République de l'ESS, je vous invite à vraiment aller y contribuer. Il y a des thématiques sur la précarité, sur l'inclusion, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire remonter vos propositions, quelles qu'elles soient, propositions de collectivité, propositions d'entreprise, voilà, et de citoyens bien sûr engagés. Pour vous dire également que pendant ce mois, on a mené avec la CRES des agoras sur les territoires, et qu'on a aussi cette thématique de l'inclusion sociale. Donc en tout cas, les propositions qui seront faites au cours de ces 2 jours, on aura vraiment plaisir à les remonter également dans un plaidoyer spécifique en Occitanie. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous.
Oui, merci beaucoup Sandrine. Donc, alors, on va être obligé de clore parce que le FRES se continue et sachez qu'en même temps que nous faisions cette table ronde, il y a eu un temps sur jeunesse et précarité qui est en train de se terminer également et le FRES se poursuit avec le sujet des low-tech et l'intervention de deux sociologues et économistes. Alors, je reprends. Marie-Christine Zellem, qui est sociologue de l'énergie, et Jacques Prade, que tout le monde connaît ici. Et tout ça sous la houlette de Transilab, qui est une jeune structure composée d'ingénieurs et qui est absolument très, très intéressante. Donc, c'est maintenant, ça va démarrer. Donc, on va devoir se quitter. On a beaucoup parlé d'alimentation. Pour nous, c'est un sujet évidemment fort. Je me souviens qu'il y a eu un FRES entier, très longtemps, qui était sur la souveraineté alimentaire. Et on y revient, voyez-vous. Et donc, on s'est dit, là, demain, on est sur toute une après-midi, tout le samedi, en fait, après-midi, on va être sur la question de défi précarité alimentation. Donc, je vous invite à y participer. On ne sera pas sur le même format, puisqu'on va être plutôt sur une animation comment dire, créative, avec, avec 3 sous-groupes. Et donc, les questions qu'on va poser, c'est comment augmenter l'approvisionnement local de qualité. On va travailler avec Sivan 31 notamment. Comment de mémoire, comment on peut aussi être plus sur de la récupération d'aliments, qui a un gaspillage énorme. Donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le sujet. Et la question, c'est comment aussi on change un peu d'échelle sur cette question sur notre territoire, parce que là, pour le coup, on va prendre l'exemple de Toulouse, et puis, Toulouse et la métropole. Et puis, mais on aura aussi des exemples d'autres territoires, je vous rassure, bien évidemment. Et puis, le troisième point, c'est l'alimentation, la nourriture. C'est quand même un facteur de lien social. C'est notre histoire. Donc, il y a aussi, voilà, comment on peut faire de l'échange culturel autour de l'alimentation et de la nourriture. Et aussi, comment les personnes en précarité en sont totalement partie prenante, en transversale, évidemment, la question de l'emploi et de l'activité. Donc, on vous donne rendez-vous demain. Moi, je suis vraiment très heureuse voilà, d'avoir animé ce temps et je vous dis à bientôt. Pour certains, je vous connais, d'autres non. Merci à tout le public qui était présent et à très, très vite. Et merci à tous les intervenants, vraiment. Vous pouvez allumer tous, dire au revoir peut-être les caméras pour que Emma puisse prendre une captation, pour qu'on finisse un petit peu dans la fête. Il reste absolument... Il n'est pas 45, à 45, on va être obligé de se quitter. Donc, merci d'allumer vos écrans, qu'on se voit. Ça fait plaisir de vous voir, c'est super. Voilà, merci à vous. Voilà, ça s'allume petit à petit. Puis, je crois qu'on peut s'applaudir. Vous avez été magnifiques. À très bientôt, il est 45, on est obligé de vous quitter. Au revoir. Merci, au revoir. Allez.